Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai, la chaîne qui décrypte le monde du logiciel SaaS et de l'écosystème startup français. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je reçois Fabien Ferreira, un ou voire même le meilleur growth hacker de France, qui a plus de 10 ans d'expérience en startup et plus de 7 années à aider les entreprises dans leurs problématiques de vente. Nous avons eu l'occasion cette année de travailler avec lui sur des projets qui touchent à son sujet de prédilection, à savoir la prospection. Alors, si vous vous demandez aujourd'hui comment on s'y prend pour prospecter en 2022, ce podcast est fait pour vous, mais attention, restez bien concentrés tout au long, car avec Fabien, c'est du direct, sans détour et applicable tout de suite. Nous, on adore, et personnellement, j'en ai appris énormément grâce à ses conseils, et c'est gratuit en plus. Et je suis certain que cela vous servira également beaucoup dans votre quotidien, dans votre stratégie et au niveau opérationnel. Avant de vous laisser avec Fabien, si vous souhaitez nous soutenir, et on remercie tous ceux qui sont fidèles au podcast de Senpai depuis le premier jour, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, par email. Et si vous nous écoutez sur une plateforme de streaming, mettez-nous un petit commentaire, un petit like ou 5 étoiles, ça nous motive vraiment. Écoutez, le moment est venu, je vous laisse maintenant avec Fabien Ferreira. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Salut Fabien. Salut David. Salut tout le monde. Écoute, bienvenue Fabien, merci d'avoir accepté mon invitation sur la chaîne et on sait par la communauté ô combien tu as un planning très chargé et que tu es sur plein de fronts, donc je suis vraiment content que tu puisses nous accorder un petit peu de ton temps pour nous parler de ton histoire, de ce que tu fais. C'est passionnant et on va prendre un petit peu de temps pour décortiquer tout ça, pour que la communauté apprenne à te connaître. Et justement Fabien, quoi de mieux que de commencer par une petite introduction pour ceux qui ne te connaissent pas encore et qui t'auraient pas vu déjà sur les projets Senpai. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi en quelques minutes? Alors en quelques mots, en fait, moi je suis un entrepreneur. Donc j'ai monté une boîte. Donc j'ai eu la chance de passer par The Family et ensuite Station F. Ça a été pour moi en fait deux accélérateurs, tu vois, en termes de compétences et d'écosystème, de comprendre un écosystème que je maîtrisais pas, c'est celui des startups. Et ensuite, après, à Station F, j'ai commencé à mettre mon doigt dans ce qu'on appelle l'accompagnement. Donc, j'ai changé au départ un conseil contre un café. Et en fait, jusqu'à un moment donné où je commence à avoir un peu trop de caféine dans le sang, là, j'ai commencé à faire en fait ce qu'on appelle du coaching, tout simplement. Donc, c'est-à-dire d'accompagner des boîtes sur du plus long terme et sur des problématiques souvent de grosses, on en parlera tout à l'heure, et aussi d'acquisition. Donc, principalement, mes deux grands focus du moment. Et jusqu'à présent, là maintenant, je travaille principalement en mode freelance en fait, en tant que consultant pour des entreprises et des marques. Mon objectif est très simple en fait, c'est de les accompagner pour qu'elles puissent développer et comprendre des nouvelles méthodologies d'acquisition. Donc voilà, j'essaye de les challenger pour ma part et ça, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer aujourd'hui. C'est une petite passion que j'ai découvert et je la lâcherai plus, cette passion. Ouais, écoute, on va décortiquer tout ça parce qu'effectivement, c'est passionnant et justement, c'est qui un petit peu, tes clients types aujourd'hui? Tu accompagnes des startups, tu accompagnes aussi des entreprises, on va dire, plus traditionnelles ou, est-ce que tu te concentres uniquement sur les startups? En fait, quand je faisais de l'accompagnement et j'en fais encore, mais j'essaie de faire évoluer un peu mon activité parce qu'en fait, au-delà de travailler pour des entreprises, en fait, mon objectif, c'est d'essayer de craquer ce qui marche et d'essayer de le communiquer au plus grand nombre, de rendre la croissance accessible et donc j'ai travaillé avec tout type d'infrastructure, tout type de structure, tout court. C'est-à-dire soit une startup qui vient de se lancer, ils sont un, deux à l'intérieur, donc des fondateurs, ils ont encore pas fait grand-chose, mais l'objectif, effectivement, c'est de le craquer avec eux. Après, il y a des entreprises qui ont commencé à lever des fonds, structurent leur équipe, commencent effectivement à avoir un pôle commercial, un pôle marketing, etc., jusqu'à des ESN, par exemple, qui font 100 millions d'euros, qui effectivement ont toujours été sur de la croissance externe. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais la croissance externe, c'est le fait d'acheter des entreprises externes pour développer son chiffre d'affaires. Et en fait, ils n'avaient donc pas en interne les bons automatismes pour faire de la prospection. Et donc, j'ai travaillé avec eux en prenant une petite équipe de chez eux. Et on l'a mis en fait de côté et on a essayé de craquer des nouveaux modèles, des nouvelles tendances. Et donc, voilà, mon objectif, voilà, ça a été de travailler sur
des startups qui ont levé des fonds, des TPE, des PME, et voire même effectivement des plus grosses structures, tout simplement pour savoir si les méthodes sont les mêmes, est-ce qu'elles marchent toujours aussi bien, et est-ce qu'on peut standardiser une approche, tu vois, pour le plus grand nombre. Bien sûr, et tu t'adresses à tout type de secteur, j'imagine? Exactement. Il y a pas vraiment de critères, hein? Totalement, parce qu'en fait, ce qui était intéressant dans l'exercice, c'était une fois d'adresser des experts comptables, une autre fois d'adresser des avocats, une autre fois d'adresser des restaurateurs, tu vois, en termes de cibles, etc. Et en fait, à chaque fois, bah, c'est des nouvelles contraintes qu'on ajoute. Et en fait, c'est toujours des nouveaux défis. Et l'objectif, en fait, à chaque fois, c'est d'essayer de craquer le modèle et de se dire, ah, en fait, ça marche. Ah, en fait, ça marche. Et après, à un moment donné, de standardiser, de documenter, et que ça puisse apporter à d'autres, comme je disais tout à l'heure. Justement, on le ressent bien, toi, dans cette énergie-là. Donc, on parle, nous, déjà, entre nous, Fabien, sur ces sujets-là, sur lesquels tu maîtrises bien. Tu nous conseilles d'ailleurs sur ces thématiques-là. Mais en fait, il y a un truc qui, moi, me fascine dans ton approche et qui est un peu nouvelle, mine de rien. On parle d'un sujet qui historiquement, est là depuis très longtemps, hein. Faire de la prospection, en fin de compte, dès qu'on a eu des clients, une entreprise, on en a toujours fait. On reviendra d'ailleurs sur un peu des codes, les évolutions que tu as observées. Mais l'approche que tu as, alors elle est très pop à Fabien Ferreira. Du coup, on sent que c'est ta personnalité qui ressort et ça, c'est fantastique parce que c'est dans ton ADN de toujours aller challenger et justement, c'est quelque chose que tu faisais alors et que tu fais encore assez souvent auprès de tes communautés. Tu as notamment pendant le covid avec, tes confrères et consoeurs sur Clubhouse monté des rooms, pour le faire. Est-ce que tu peux nous en parler ça un petit peu de ce quotidien-là? Ouais, je peux t'en parler en fait parce que c'est vrai que j'adore échanger avec un maximum de personnes. Et en fait, à la sortie de Clubhouse en France, typiquement, donc c'était, moi je suis arrivé dans cette application-là le 8 février, en même temps que Caroline Mignot. Donc, et ce qui est assez marrant, effectivement, c'est que un mois après, on commençait à faire des rooms ensemble, jusqu'à ce que Guillaume Giraudet, un pro du SEO, en fait, rejoigne le groupe. Et finalement, en fait, on a commencé à faire des rooms où en fait, moi, j'étais effectivement plus sur la partie prospection, outbound. On avait Caroline qui était plutôt sur la partie création de contenu, en fait, la partie inbound. Et on a Guillaume Giraudet, donc plutôt sur une partie SEO. Et on a commencé effectivement à faire des rooms hebdomadaires dans un objectif. C'est ce qu'on appelle en fait, nous, c'est du live coaching. Donc, c'est venez, posez vos questions, on vous répond en direct. Et quoi de plus stimulant qu'une personne qui monte sur le stage, donc en fait, sur le stage, c'est qui prend la parole pour te dire, moi, voilà où j'en suis, voilà ce que je fais, voilà qui je cible, est-ce que vous avez une réponse, une solution, un conseil à m'apporter? Et en fait, c'est vrai que pour nous, c'est un exercice ultra stimulant en fait en termes d'apprentissage, parce que ne faut pas se leurrer, on apprend aussi beaucoup sur ces rooms. Et en même temps, c'est comme ça qu'on a commencé à fédérer une première communauté, parce qu'on avait des personnes qui, un peu comme une grande famille, venaient régulièrement, parce que c'est tous les jours de 9h à 9h30. Tous les jours, on avait les mêmes personnes qui venaient, qui interagissaient, si jamais aussi ces Mmh. personnes-là avaient la réponse. Donc, c'était vraiment top. Donc il y avait vraiment un suivi et du coup un rendez-vous quasiment avec le café des gens, hein? C'est ça, le café Donc tu as matinal. continué à faire du café sans le prendre, du coup? Un café, un coaching. Exactement, c'est plus sain en tout cas pour moi. D'ailleurs, on salue au passage Caroline Mignot et Guillaume, du coup, qui sont tes collègues, tes amis. Du coup, vous vous êtes revus il y a pas longtemps en plus parce que, sortie du covid, ça a été possible et bah, merci pour ce début, d'introduction. Du coup, on te comprend un peu mieux. Je te propose de rentrer directement dans le sujet, de la prospection. Carrément. Heu, je sais pas si tu veux te lancer dans l'exercice de dire: «Bah, voilà, qu'est-ce que c'est que la prospection aujourd'hui? Comment elle se constitue?» et potentiellement même de projeter un petit peu, de se dire: «Ben, qu'est-ce que ça va être la prospection un peu de demain, des prochaines années?» en fonction de ce que tu observes. Grande question, hein. Ouais, très très grande question. En fait, ce qu'il y a, c'est que une chose est sûre aujourd'hui, c'est que la prospection, c'est une prospection bienveillante. C'est une prospection relationnelle. Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots? C'est qu'en fait, il y a quelques années, on pouvait montrer une pub sur Internet, envoyer un mail pas très bien fichu, entre guillemets, qui était assez dans la description de son produit, de son service, en disant, bah voilà, en fait, moi je fais ci, je suis fondateur de, est-ce que ça vous dirait qu'on travaille ensemble? Et globalement, à l'époque, ça pouvait marcher. Maintenant, en fait, Covid ou pas, en tout cas, il y a un gros retour aux sources. Ça veut dire que les personnes veulent de l'authenticité,
veulent du relationnel, veulent de la compréhension, veulent plus bosser avec des marques, mais avec des personnes. Mmh. Et typiquement, c'est un gros changement de paradigme. À l'époque, on faisait confiance à des marques, on pouvait accepter leurs messages publicitaires. Maintenant, en fait, on attend que ça soit la communauté ou des gens qui nous conseillent. Et donc, toute la prospection a changé, que ça soit la prospection via de la publicité. On attend, en fait, par exemple, pour donner 2 exemples, mais pour la publicité, aujourd'hui, on fait plus des vidéos, tournées avec des énormes caméras comme si on était sur un plateau télé. Mmh. Maintenant, on tourne ça avec son iPhone, en format selfie et si possible, il faut que la caméra soit pas du tout retouchée. On ait peut-être même, comment dire? Une lumière qui soit pas excellente. Il faut montrer l'authenticité. Bon, ce qui est bien, c'est que pour toutes les personnes qui aujourd'hui lancent leur marque et veulent faire de la publicité en ligne, on va dire C'est plus qu'aujourd'hui, accessible. c'est plus accessible. Donc ça, c'est pour la partie publicitaire et pour la partie mail et ben, en fait, c'est simple. On n'essaie pas de vendre à tout prix, on essaie de créer une relation, de lancer un premier échange et c'est pareil, en vrai, si on y réfléchit, c'est en fait beaucoup plus simple de le faire comme ça. Ça veut dire qu'au lieu de faire un email un petit peu pâté, en disant: «Voilà ce que je fais, j'adorerais bosser avec toi, clique ici» ou «On vient, on s'appelle». En fait, c'est de dire: «Salut, je m'intéresse un petit peu à toi, j'ai vu ce que tu faisais, ça serait super intéressant qu'on puisse échanger, par exemple, sur nos intérêts communs». Et la personne, si elle te dit: «Oui, non, peut-être», ensuite après, là, se crée une relation comme, sur un fil, d'actualité, enfin comme, sur un fil de conversation, comme sur WhatsApp, en fait. Et tu réponds, il te répond et en fait, petit à petit, il y a une sorte de confiance qui va s'instaurer et cette confiance-là, bah, souvent, si en tout cas toi tu es acheteur et l'autre, enfin, toi tu es vendeur et l'autre a un besoin, en tout cas, ça aboutira sur une vente. Mais en fait, la vente ne se force pas. Super intéressant et justement, par rapport à ce qu'on disait en préparant ce podcast, tu me parlais, ben, justement des publicités, des formats, dire classiques d'achat d'espace, publicitaires, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur, les moteurs de recherche ou autre espace sur le web. Qu'est-ce que tu en penses, justement? Est-ce que tu y crois encore ça? Est-ce que ça marche toujours? Ou est-ce que, bah, justement, par rapport à ce que tu nous dis, aujourd'hui on cherche un peu plus d'authenticité, c'est plus de la vente indirecte finalement qui fonctionne ou qui sera un peu, le levier de demain? C'est quoi ton avis, sur ce sujet-là? En fait, la publicité, marche toujours autant. La seule différence, c'est que il faut s'adapter parce que c'est une nouvelle publicité. Donc en fait, effectivement, si on faisait de la publicité, par exemple, sur Facebook Ads, Facebook Ads, en fait, c'est les 2 grosses régies, en fait, Facebook et Instagram. Hem, Globalement, en fait, ce qu'on faisait à l'époque ne marche plus maintenant. Mais si on s'adapte aux nouvelles tendances, c'est-à-dire que, par exemple, maintenant, la publicité Facebook, il ne faut pas être ingénieur pour faire de la publicité sur Facebook. Parce qu'à l'époque, on devait être très bon dans le ciblage, on devait créer des intérêts, des analyses de comportement. Donc, s'il fait ça sur mon site ou s'il est intéressé par ça, alors potentiellement, il peut être intéressé par le produit que je vends ou le service. Maintenant, c'est plus le cas. Facebook est trop intelligent, Facebook est une machine, il faut l'imaginer comme une boîte noire. Et en fait, il y a 2 choses, enfin 2 grands paramètres par contre, aujourd'hui qu'un marketeur doit gérer. La première étape, c'est la créative. Donc en fait, qu'est-ce que les gens vont voir? Est-ce que l'image que je leur montre, c'est une image qui capte leur attention et qui leur fait comprendre ce que je vends, enfin ce que je propose, et cetera? Et la même chose avec une vidéo. Est-ce que je capte l'attention sur les 3 premières secondes? Est-ce que ma vidéo, en fait, a un bon taux de clic, et cetera? Donc en fait, le vrai sujet, ça va être de suffisamment bien connaître son audience pour aller faire pour aller capter leur attention et leur faire découvrir soit le produit, soit la marque. En tout cas, ça dépend après des objectifs, si on est sur des objectifs de conversion, d'achat, et Bien cetera, sûr. c'est pas les mêmes que de la découverte de marque. Et après le deuxième paramètre, ça va être le site web. Le site web, en fait, donc le site e-commerce si on est en e-commerce, une page de vente si on vend par exemple des formations, et cetera, ou un tunnel de vente si vraiment on vend des choses un, un petit peu hors de prix et en fait on veut le faire par étapes. Mmh. Mais globalement, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a 2 choses vraiment à maîtriser, c'est les créatives et avoir un site e-commerce ou un site de vente en tout cas qui soit optimisé pour faire des conversions. Le problème, c'est que quelqu'un qui à l'époque faisait de la pub, il était bon à faire de la pub, mais pas à créer, tu vois, des éléments graphiques ou à optimiser un site. Et Bien maintenant, sûr. en fait, on lui demande d'aller sur d'autres métiers. C'est pour ça que
Je pense que ceux qui, avant, avaient des performances te disent ça marche plus, mais en fait, ça marche toujours, sauf qu'il faut faire différemment. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu penses, comme tu accompagnes aussi des entreprises dans ces problématiques-là, parce que tu fais pas que de la prospection gratuite, mais qu'est-ce que tu recommandes à des entreprises qui veulent se lancer justement dans l'advertising? Est-ce que c'est accessible à tous les portefeuilles, à toutes les structures? Comment ça se passe? En fait, ça va dépendre déjà de ce que tu vends. Pour moi, la publicité, la difficulté, ça va être aussi il faut vraiment le lier en fait avec, comment dire, la valeur de ton produit. Si tu vends quelque chose entre 20 et 50 euros, typiquement, tu vois, Facebook, c'est assez simple. Et surtout, si c'est un produit qui est facile à comprendre. Facile à comprendre, par exemple, un ustensile de cuisine, tu vois, tu as ce qu'on appelle un avant-après. Par exemple, je sais pas, j'ai vu des vidéos comme ça à l'époque, mais t'as un paquet de chips qui est ouvert, Mmh. tu passes un petit zip, hop, le paquet de chips, il se referme. Ça, c'est un avant-après, ça coûte peut-être 20-25 euros. Les gens comprennent, les gens achètent. Tu vois, c'est facile. Je vois, j'achète. Pas de risque. Par contre, si tu commences effectivement à vendre, je sais pas moi, des montres de luxe ou de l'abonnement ou d'autres choses en tout cas où les gens pourraient avoir ce qu'on appelle de la friction, donc finalement se poser des questions, et bah, dans ces cas-là, effectivement, bah, c'est de la vente un, un peu plus complexe parce que un peu plus indirecte. Il faut il faut potentiellement faire une publicité qui aura pour objectif peut-être de montrer, par exemple, si on parle de la montre, objectif de peut-être montrer un peu l'univers de la montre, quelle est la vision derrière, en quoi cette marque a une autorité, il y a plein d'avis clients, etc., avant de commencer à parler du produit. Et en fait, typiquement, tu vois, quand on commence à dépenser pas mal d'argent, on veut comprendre qui, en fait a le produit, pourquoi j'achèterais chez eux et pas chez Amazon ou dans une boutique autour de chez moi. Et typiquement, en fait, c'est ces réflexes-là où plus la vente sera complexe, plus on va rajouter d'étapes intermédiaires dans ce qu'on appelle en fait plus communément le nurturing. Donc c'est le fait d'éduquer en fait entre guillemets son prospect avant qu'il soit prêt à acheter finalement. Et en fait, on a les mêmes réflexes en fait sur la publicité que par email. C'est là exactement les mêmes réflexes. Yes, et avant de passer justement à l'email, tu as dit une certaine enveloppe, tu vois? Et souvent, on se demande, bah, finalement, ces plateformes, ou ces l'enchère, parce que c'est des mécaniques justement où il faut il faut investir un maximum d'argent pour être le plus visible possible vis-à-vis de l'offre et la demande. C'est quoi, tu vois, les 1 enveloppes, pour commencer à avoir des tests significatifs et pour pas que ça soit, bah, juste un coup d'épée dans l'eau? Parce que on sait bien que, bon, ben, ces plateformes-là, elles vont essayer d'optimiser. Ils parlent notamment d'apprentissage dans leur mécanique pour essayer de comprendre un peu, toi, ton audience, ton produit, les faire fitter. Mais justement ça prend du temps, mais ça prend aussi de l'argent. Et toi, justement, quand quelqu'un veut se lancer dans l'advertising, qu'est-ce que tu lui conseilles, toi? On va dire, il y aura plusieurs réponses. Si l'entreprise a déjà du trafic sur son site web, donc c'est pas un trafic qui vient uniquement de la publicité. Dans ces cas-là, en fait, la première chose qu'il faut mettre en place, c'est poser son petit pixel Facebook, etc., d'analyse sur son site et faire du retargeting. Donc, ce qu'on appelle du retargeting, c'est je vais sur un site, je vois une paire de chaussures, je vais sur n'importe quel autre site, je retrouve ma paire de chaussures. Donc, en fait, c'est tout simplement du reciblage publicitaire dans un objectif, en fait, de te convaincre a posteriori. Parce qu'on sait que la plupart des personnes qui vont sur le site n'achètent pas. Et bah, typiquement, voilà, si tu as 5, 10 euros, je te conseille de le mettre en retargeting seulement dans un premier temps. Maintenant, si vraiment tu dois passer par les canaux d'acquisition payants, donc ça veut dire que c'est ta principale source de trafic et de conversion, globalement, si tu n'as pas une enveloppe, enfin moi en tout cas, l'enveloppe que je conseille, c'est souvent 3 000 euros. C'est une enveloppe importante, Par mois? mensuelle, ouais, excuse-moi, Ouais. mensuelle, Parce qu'un jour là, par ça jour. va ça va limiter le nombre de personnes là. Exactement. Non, mais c'est par mois. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur de ça, il y a deux choses. En fait, quand on fait de la publicité, on sépare deux étapes. La première étape, c'est ce qu'on va appeler tout ce qui est testing. Testing, c'est on ne sait pas encore ce qui marche, on fait nos essais. Et dès qu'il y a quelque chose qui marche, on le met de côté. Et là, on va investir plus d'argent en publicité. Donc, quand je dis 3 000 euros par mois,
c'est une enveloppe globale. C'est ce que j'appelle moi une autorisation de dépense. Typiquement, ça ne veut pas dire qu'on va les dépenser. On jette jamais de l'argent par les fenêtres, hein. Bien sûr. Mais c'est qu'effectivement, on fait des tests. Regarde, je vais te donner un exemple qui est très parlant si des personnes veulent se lancer. Sur Facebook, en fait, on crée une campagne qu'on appelle ABO, donc c'est-à-dire une optimisation. Enfin, c'est en fait, entre guillemets, chaque campagne va dépenser un budget quotidien. Et globalement, ce qu'on fait, c'est que tout à l'heure, je disais que le nerf de la guerre, c'est la créative. Est-ce que ça parle à une bonne audience? Est-ce que ça fait cliquer? Est-ce que ça capte l'attention? On fait une campagne par créa. Donc, admettons, tu testes 5 créas, tu fais 5 campagnes, tu mets 30 à 40 euros de budget sur chaque campagne. Souvent, c'est le panier moyen si tu es en e-commerce. Donc, tu vends un truc à 50 euros, tu mets 50 euros. Tu vends un truc à 20, tu mets 20, etc. Vous avez compris le truc. Et l'idée, c'est qu'à la fin de 24, 48, 72 heures, tu vas pouvoir en fait tracer une ligne et te dire, OK, quelle est la créa qui a le plus performé? Et là, tu vas regarder effectivement celles qui ont les créas qui ont fait des conversions. Si ça n'a pas fait de conversion, en tout cas, est-ce qu'il y a eu de l'intérêt sur la créa? Est-ce qu'il y a eu du clic, etc. Mhm. Et celles qui ont performé, là, effectivement, tu vas mettre plus de budget publicitaire et supprimer celles qui n'ont pas marché. Et donc, en fait, il y a une logique quand même d'optimisation. Mais en fait, quand je dis qu'il faut 3000 euros, c'est que même si tu trouves une créa qui réellement fonctionne bien, en fait, derrière, il faut aligner, comme on dit, tu vois. Donc, il faut suivre, tu vois. C'est un peu comme quand on est au poker. À un moment donné, il faut suivre. Donc, typiquement, c'est je prends ma créa, je mets plus de budget dessus, je vois en fait un peu les résultats. Et si effectivement les résultats continuent à être bons, dans ces cas-là, on continue d'augmenter le budget publicitaire. Super clair. Et justement, toi, pour toi, c'est un minimum, j'ai envie de dire, pour que justement cette phase de test soit significative. Ouais, c'est un minimum et un maximum. En vrai, 3000 euros, c'est très bien. Je ne conseillerais même pas plus parce qu'après, plus, c'est. Si vous vraiment vous savez où vous allez, vous avez de la data. Alors, ce qu'on appelle de la data, c'est que tu as posé un petit pixel Facebook sur ton site et que tu as eu tellement de trafic et de ventes qu'effectivement, on sait déjà, entre guillemets, ou Facebook sait déjà qui est ton audience et on a une compréhension, effectivement, du bon message, de la bonne personne, etc. Et on est capable d'aller plus vite. Donc, mais si vous n'avez pas encore craqué ça, 3000 euros, c'est amplement suffisant. Et après, effectivement, pourquoi 3000 aussi? C'est tout simplement parce qu'il va falloir faire beaucoup, beaucoup de tests et plus qu'on peut le penser. Et typiquement, c'est rare quand on arrive tout de suite en se disant, OK, ce truc-là, il marche, je mets du budget, je double mon budget tous les jours, etc. Ça c'est effectivement, Est-ce que tu l'as déjà rencontré, ça? je l'ai déjà rencontré, mais il faut vraiment avoir un produit, comme je disais tout à l'heure, simple en termes de messages. Tu vois, le truc zipper les paquets de chips, par exemple, Ça c'est parle un à tout le monde. produit voilà, où tu peux mettre, tu commences par 100 euros par jour, tu vois, juste sur quelques, enfin, ou 50 euros par créa, etc. Une fois que tu en as une qui fonctionne bien, et ben en fait, moi j'avais cette technique à l'époque, et en fait, c'est ce qu'on appelait du scaling un peu bourrin. C'est tous les 48 heures, dès qu'il y avait toujours un bon ROS, donc un bon retour sur investissement publicitaire, je doublais en fait mon budget. Et généralement, ça paye en plus. Hmm. Ouais, bah globalement, en fait, ouais. Faut le savoir, hein, c'est que quand on double son budget, c'est que ça paye, sinon on le ferait pas. Bien sûr. Mais globalement, ouais, ça y est, en fait, il y a pas mal de bonnes choses à faire en e-commerce, en tout cas si tu as des auditeurs qui font de l'e-commerce, parce qu'effectivement, c'est aujourd'hui, grâce ou à cause, en tout cas, du Covid, il y a pas mal d'habitudes qui ont changé. Donc, on s'est digitalisé, on a des nouvelles tendances. Les personnes qui n'avaient jamais fait d'achat en ligne en ont fait. Donc pour moi, en fait, ça ouvre des nouveaux marchés. Maintenant, c'est savoir, OK, je veux me lancer, j'ai peut-être un produit, j'ai un fournisseur, je vois à peu près comment monter un site sur Shopify, mais effectivement, quelles sont les prochaines briques maintenant pour lancer mes premières pubs, faire venir mon trafic, optimiser mon site, etc. Super clair, Fabien. Justement, moi, ça me fait penser à ces pubs Wish, là, tu sais, hein, où ils vendent un produit avec un prix. C'est très direct, on comprend très bien et c'est très putaclic même en plus. Donc, c'est un peu dans ce style-là. Exactement, ils sont bons là-dessus. Ouais. Yes, et justement, tu me parles de Facebook. Bon, du coup, c'est quand même une plateforme qui a vu pas mal de critiques ces dernières années. Elle a même été un peu boudée par une certaine tranche de population. Et toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que ça vaut quand même le coup de toujours se mettre sur Facebook?
Et si c'est plus le cas, qu'est-ce qu'il y a comme alternative aujourd'hui pour les entreprises pour aller cibler leur audience? Pour moi, Facebook, ça sera toujours la grosse machine parce que Facebook, ça reste quand même WhatsApp, Instagram, Facebook, Metaverse. Ouais, Ce que je oui, veux dire, c'est qu'ils ont toujours une longueur d'avance, en tout cas sur ce qui est social. Maintenant, en fait, moi, par exemple, typiquement, je sais que ça va dépendre. Enfin, si on reparle de la publicité en ligne, en fait, maintenant, on fait plus le choix. On dit plus à Facebook, je veux que tu mettes tes publicités sur Facebook ou sur Instagram, par exemple. C'est Facebook qui s'optimise en fonction de ton audience. Donc, typiquement, c'est vrai que si tu regardes tes statistiques, si tu vends des ustensiles de cuisine à des personnes qui ont plus de 50 ans, ça va être plutôt Facebook. Si tu vends des trucs un peu plus sympas, hype, etc., pour du yoga, des vêtements de sport, on sera sur etc., Insta là. ça sera sur Insta. Après, je ne veux pas être trop cliché, mais globalement, c'est vrai que les stats, ça donne ça. Ouais, justement, et qu'est-ce que tu vois comme, qu'est-ce que tu penses du coup des nouveaux réseaux sociaux qui arrivent? Est-ce que tu penses que aujourd'hui, ça devient des leviers? Tu vois, quand je te parle de nouveau, je pense forcément à TikTok. On n'a que ça en bouche là. Est-ce que tu y crois ça? À ce que TikTok va devenir une vraie alternative, un nouveau réseau social sur lequel on pourra investir? Clairement, clairement. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que je viens de lancer mon premier TikTok aujourd'hui, première vidéo. J'ai Et beaucoup c'est regardé pas cette vrai. plateforme, si je te jure. Là, on est en novembre aujourd'hui, les auditeurs, donc allez sur le TikTok de Fabien, allez liker. Donc ce matin, j'avais 2 abonnés, hein, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, ouais, pour moi, il y a 2 plateformes aujourd'hui, en fait, un petit peu à suivre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parlait de Facebook tout à l'heure, en fait, c'est un réseau social qui est assez mature. Facebook, Instagram, il y a eu la belle époque. Maintenant, c'est verrouillé. Si tu veux te lancer aujourd'hui sur Instagram, c'est verrouillé. Avoir tes 1000 premiers abonnés, en vrai, il faut être armé d'une patience, d'une détermination, faire des posts, des reels, des stories, etc. Maintenant, pour moi, il y a deux plateformes super intéressantes du moment. TikTok. TikTok, pourquoi? Parce qu'effectivement, en termes de portée organique, donc sans mettre 1 euro, globalement, normalement, il répond plutôt bien. Ça veut dire que tu peux faire des vidéos qui peuvent être vues 1000, 10 000, 100 000, 1 million de fois sans avoir dépensé 1 euro. Et typiquement, aujourd'hui, bah, faut en profiter parce que c'est bien le moment où on peut donner des conseils, parler de sa marque, en tout cas commencer à créer une synergie autour de quelque chose sans dépenser. Maintenant, pour moi, TikTok n'est pas encore une plateforme assez mature d'un point de vue purement. Déjà, c'est plus des audiences que des communautés. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui consomment de la vidéo. Donc, tu sais, ils vont dans le For You et ils scrollent. Donc, ils passent vidéo par vidéo. Et globalement, pour l'instant, il n'y a pas encore trop le réflexe, hormis pour l'élite, hein, mais d'aller sur le profil de quelqu'un pour aller regarder toutes ses vidéos, suivre tous ses conseils, un peu comme on le ferait sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Tu vois, sur YouTube, on est abonné à quelqu'un. Dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, on va y aller, on va regarder un peu ce que son top créateur fait, etc. Sur TikTok, c'est plus pour l'instant de la consommation de masse de vidéos. Donc, il faut bien penser sa stratégie là-dessus. C'est chaque vidéo est complètement autonome et en fait sera vue par des personnes, mais qui ne verront probablement pas les suivantes et ni les précédentes. Donc, c'est une stratégie à part. Maintenant, toutes les personnes avec qui j'ai échangé, parce que c'était un peu mon truc de la semaine dernière, j'ai échangé avec 5-6 TikTokers en fait. Et donc l'objectif, c'était de comprendre un petit peu comment fonctionne le système, quels étaient leurs réflexes, etc. Et typiquement, quasiment tout le monde m'a dit, en fait, TikTok, c'est pas une fin en soi. Donc, soit ils drive le trafic, l'audience qu'ils acquièrent par leurs vidéos sur Instagram, qu'ils trouvent plus professionnel, par exemple, pour certains. D'autres sur une newsletter, parce que comme ça, ils collectent des emails. D'autres sur leur chaîne YouTube, comme ça, ils développent une vraie relation de communauté, quelque chose, tu vois, qui est suivi dans le temps. Et YouTube, c'est Google, donc personne ne peut rivaliser avec Google. Et donc, voilà, typiquement, aujourd'hui, ceux qui se lancent sur TikTok ont un objectif d'alimenter un autre bout de tunnel. Donc, comme je disais, c'est Instagram, c'est de la newsletter, Bien c'est sûr. retrouvez-moi sur YouTube, etc. Donc c'est plutôt un média de passage pour se faire connaître et après pour aller, faire de la relation ou aller un peu plus loin dans la recherche potentiellement de business, on va aller se mettre sur d'autres plateformes et rediriger ce trafic-là vers ce que tu disais. Exactement.
Et la deuxième plateforme, tu en as parlé tout à l'heure, tu as parlé de B2B. La deuxième plateforme qui aujourd'hui pour moi est une grosse opportunité, ça reste toujours LinkedIn. Alléluia. LinkedIn, la plateforme de CV professionnel de l'époque, bah aujourd'hui en fait offre énormément, énormément d'opportunités parce que tu peux avoir un petit compte donc de 2000 par exemple, je sais pas, tu as juste 2000 abonnés ou 2000 personnes dans ton premier réseau. En fait, tu vas aussi pouvoir faire 10 000 vues, 30, 40 000 vues, 50 000 vues, voire même plus. Et typiquement, c'est pareil, ça sans payer. Donc, dès que tu peux faire beaucoup de vues, beaucoup d'impressions et te faire découvrir finalement, sans payer 1 euro, aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a une opportunité, il faut y aller, il faut la saisir parce que LinkedIn, TikTok, en vrai, dans quelques années, vont verrouiller leurs portes comme l'a fait Facebook. C'est juste qu'aujourd'hui, ils n'ont pas assez de créateurs de contenu. Et, ou en tout cas, TikTok, lui, ce qu'il veut, en tout cas, c'est casser le marché. Mais LinkedIn, en tout cas, veut s'adresser à une nouvelle audience, des personnes qui créent du contenu, une nouvelle dynamique. Euh, donc, c'est pour ça que là, ils ont sorti il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques mois, le programme créateur. Donc, le programme créateur qui est, en gros, devient, entre guillemets, influenceur, propose du contenu. Tu accèdes maintenant à une newsletter à l'intérieur de LinkedIn. Tu accèdes aussi à des lives. Globalement, en fait, ils commencent à armer les créateurs de contenu aussi sur LinkedIn pour qu'ils puissent produire du contenu. Donc, c'est bien que LinkedIn suit aussi les tendances à sa façon. Donc c'est plus qu'une plateforme où on met son CV et on recherche de l'emploi alors. Ouais, c'est toujours, mais plus en fond maintenant. Non, mais c'est hyper intéressant et justement, il y a pas mal de contenu qui est créé, autour de ce sujet. Tu en crées pas mal, Caroline aussi et on invite justement, les gens qui nous écoutent, s'ils veulent aller, sur ces sujets-là pour se documenter et se sensibiliser à ça parce qu'il y a de vraies opportunités. Et on en connaît un rayon, Fabien, tous les 2, puisque on adore cette plateforme, même s'il y a plein de choses qu'il faut encore améliorer. Et si LinkedIn nous écoute, s'ils peuvent faire quelque chose avec le chat, ça pourrait être pas mal quand même. Recrutez un stagiaire, s'il vous plaît. Bah, super cool. Et bah, je te propose d'aller sur un autre terrain. Peut-être parler autre chose que des réseaux sociaux, puisqu'ils sont hyper centraux dans les stratégies d'acquisition et de growth, mais également de parler de peut-être un des canaux historiques le plus vieux qui puisse exister aujourd'hui depuis la naissance du web. C'est peut-être l'emailing, donc les campagnes email. Tu en as fait quand même quelque chose, tu as fait des modèles, tu as fait des systèmes, tu as essuyé pas mal de cas d'usage, hein, pour parler de concret. Est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de ce que c'est que le cold email et à qui ça s'adresse? Déjà pour commencer tout simplement. Yes. Le cold emailing, en fait, donc c'est un email que l'on envoie à froid à quelqu'un. C'est souvent un email non sollicité, donc ça s'appelle tout simplement de la prospection. Ne jouons pas sur les mots. Oui. Et en fait, il y a deux types d'emails. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première chose, c'est qu'on a on a les emails effectivement de prospection. Ça, donc, c'est pour développer son activité, c'est ce que je fais. Et après, on a des emails en fait marketing. Là, vous savez, c'est tout simplement, tu t'inscris à une newsletter, donc tu vas recevoir effectivement des emails dans ta boîte mail. Mais ça, par contre, c'est du sollicité. Tu t'es inscrit quelque part, et donc c'est pour moi vraiment deux types d'emails différents. Il faut bien le comprendre. Bien Maintenant, sûr. le cold emailing pour moi, c'est une opportunité aussi énormissime. On dit même les gourous disent même que c'est certainement un des canaux d'acquisition le plus rentable, tout simplement parce que faire de l'emailing aujourd'hui, ça coûte pas très cher en termes d'outils. On a tous une boîte mail, on a juste à se plugger, donc à se connecter en fait à un outil qui permet d'envoyer des emails à notre place, parce que sinon c'est assez fatigant, et à Au faire bout les de 10, choses. ouais, ça commence à être fatigant. Ouais, c'est ça. Et à faire en tout cas des emails qui soient, comme je disais tout à l'heure, assez relationnels, et globalement, ça va vous permettre d'obtenir énormément d'opportunités, et ça, qu'on cible des entrepreneurs, des freelances, des PME, des ETI, des grands comptes. Euh, Tout le monde, en fait, a une boîte mail, donc tout le monde peut être un peu le prospect de quelqu'un d'autre. Super intéressant et on va rentrer dans le vif du sujet parce que c'est un peu ta spé là, le cold email. Donc là, on parle bien de prospection à froid, donc des gens qui te connaissent ni d'Adam ni d'Ève. On est d'accord? C'est C'est ça. bien ça? Et que toi, tu décides de ta stratégie
d'envoyer un premier message. C'est quoi un peu, tu vois, c'est pour les gens qui veulent se lancer dans le code email, ça peut être une bonne introduction au sujet. C'est quoi un peu les must-have, les choses, les étapes clés par lesquelles il faut passer et qui vont faire que ton cold email va fonctionner? Ok. Il y a plusieurs étapes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'emailing peut paraître ultra simple parce qu'on a tous une boîte mail, mais à la fois, ça peut être assez complexe parce que pour arriver dans la boîte mail de son destinataire, de son prospect, en fait, on n'imagine pas, mais c'est ce qu'on appelle la délivrabilité et c'est tout un tas de petits paramètres qu'il faut avoir bien préparés en amont. Ce que je veux dire, c'est comme quand tu vas faire de la randonnée, si tu pars pas avec les bonnes chaussures, t'es mort dès le départ. Le, Pas le assez col couvert. Ouais, exactement, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. Il faut partir avec une corde, il faut partir avec des bonnes chaussures, il faut partir avec une gourde. Dans le cold emailing, il faut partir avec une boîte mail qui est prête. Donc, quand je dis prête, c'est ce qu'on appelle effectivement donc la délivrabilité. Ça veut dire que vous avez un nom de domaine. Admettons par exemple, bah voilà, tu as Senpai, tu vois, donc ton site internet. Donc, tu as david@senpai. En tout cas, c'est pas une vraie email, un vrai email, Bien mais en tout sûr. cas, on imagine bien. Et en tout cas, ce qu'il faut, c'est que quand on envoie des emails avec un outil, on ait tout ce qui est passeport, carte d'identité, la totale pour passer les douanes. Et ça, c'est ce qu'on appelle la délivrabilité. Il y a un peu de configuration à faire. On ne va pas rentrer, je pense, dans ce podcast sur cette configuration-là. Par contre, il y a une chose qui est assez simple à faire. Il y a un outil aujourd'hui qui est assez magique qui s'appelle MX Toolbox. Donc MX, Tool, c'est Toolbox.com. Vous allez dans l'onglet Email Health, donc la santé de votre email. Vous mettez votre nom de domaine, vous mettez OK, et là, ça vous sort tous les problèmes, s'il y en a, liés à votre délivrabilité. Si c'est rouge, c'est pas bon. Si c'est vert ou jaune, ça passe. Donc globalement, en fait, ça permet tout simplement à tous tes auditeurs de savoir déjà si aujourd'hui ils ont un problème de délivrabilité. Après, il y a des choses qui sont assez, il y a des standards en fait. Donc, si vous envoyez vos emails et que vous avez un taux d'ouverture qui est inférieur à 50%, c'est pas normal en cold emailing. En tout cas, si vous avez ciblé les bonnes personnes, avec un objet pas trop mal et avec un outil normalement configuré, c'est pas normal. Dans ces cas-là, effectivement, passez votre domaine sur MX Toolbox et regardez si vous avez bien fait l'ensemble du paramétrage. Super intéressant et pendant que tu parlais, j'ai fait le test et on est bien. Donc ouf, je suis sauf. Donc mes techos n'auront pas un message de ma part. Non, mais super intéressant justement, en fait, là, du coup, c'est un sujet effectivement technique, mais tu vois, quand tu accompagnes des gens qui from scratch ou des gens qui sont en train de refondre un peu leur stratégie de cold email, qui veulent en mettre en place, c'est quoi un peu les étapes d'après? Tu vois, par exemple, comment tu conseilles pour constituer ta bonne base de prospection? Quels sont un peu les types d'outils que tu vas proposer à tes clients ou les gens qui te sollicitent pour justement commencer à mettre les premières briques? Ok, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de cold emailing, bien souvent, on est en B2B. Donc, la plus grosse base de données B2B du moment, ça reste LinkedIn. On en a déjà parlé, effectivement. Exactement. Ça Donc, en boucle. fait, on dit que 80% des décideurs sont sur LinkedIn. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quasiment tous les outils pour faire du cold emailing s'interfacent, s'interconnectent, en fait, en direct ou non, mais à LinkedIn. Donc, quoi, tu rentres ton compte dans le logiciel de prospection, tu mets tes ID LinkedIn et il peut aller récupérer des informations. Ouais, c'est à peu près ça. Sur LinkedIn, en fait, il y a un outil qui s'appelle, c'est un produit de LinkedIn hein, qui s'appelle Sales Navigator, qui est tout simplement, en fait, comme LinkedIn n'était pas très bon dans son moteur de recherche, ils ont créé un moteur de recherche pour faire de la prospection. Donc, qui permet tout simplement d'aller cibler une taille d'entreprise spécifique, euh, des, des fonctions spécifiques dans une zone géographique spécifique, etc. Donc, ça va un peu plus loin que le moteur de base qu'on a tous en gratuit. Complètement. Et donc, à partir de Sales Navigator, par exemple, si on utilise un outil tout simplement, par exemple, comme Lemlist, Lemlist est un outil d'emailing qui est partenaire Senpai, bah, On les salue au passage, hein, on Guillaume. les salue. Et ben vous aurez sur le plan sales engagement, mais en tout cas un plan spécifique pour faire du LinkedIn et de l'email.
vous aurez un petit plugin Chrome, donc ça va s'installer sur votre navigateur préféré. Vous cliquerez dessus et en fait, ça va récupérer la liste des personnes que vous avez devant vos yeux sur LinkedIn, c'est les navigateurs, pour les intégrer directement dans l'outil de prospection. Et bien évidemment, en fait, passer de LinkedIn à l'outil de prospection, il nous manque une chose, souvent c'est l'adresse mail. Et en fait, aujourd'hui, un outil comme Drop Contact s'intègre directement aussi à l'Emlist, ce qui fait qu'on a juste en un clic à récupérer la liste de ces contacts. Ils sont ce qu'on appelle enrichis, donc on retrouve l'email, ça modifie le nom et le prénom s'ils n'étaient pas bien orthographiés, Mhm. ou bien évidemment la petite blague, des fois il y a des petits emojis sur LinkedIn pour les plus vicieux de... Ça les enlève. Exactement, ça les enlève, ça évite de dire bonjour Flamme Fabien, ce qui n'est pas très sérieux. Bonjour fusée David. Exactement. Et ensuite, une fois qu'on a ça, donc une fois qu'on a sa base de prospects, on peut les contacter. Et comme on est sur une démarche où on a puisé ces contacts de LinkedIn, on a tout intérêt à avoir une stratégie cross-canal. Ce qu'on appelle cross-canal, c'est d'utiliser au moins donc 2 canaux, sinon il n'y aurait pas le mot cross. Ça Et serait donc monocanal. effectivement, à la fois on va envoyer des messages sur LinkedIn, mais à la fois on va aussi envoyer des mails en parallèle à plus ou moins quelques jours. Ce qui fait que soit tu as un prospect qui est plutôt réceptif sur de l'emailing, typiquement, par exemple, je sais pas moi, certains DRH, des directeurs dans des grandes entreprises, ou soit si ça fonctionne pas, au lieu d'être dans du harcèlement, ce qu'on déconseille, on envoie 3 emails et après, hop, on va passer directement sur l'autre canal, qui est par exemple effectivement un message sur LinkedIn, envoyant votre profil. J'ai pensé effectivement à vous envoyer un petit mail. Si vous ne l'avez pas vu, on peut peut-être échanger ensemble 5 minutes. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle effectivement des touch points, en fait, tout simplement. Euh, il en faut plusieurs, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être en vacances, Complètement, oui. en congé, malades. Il paraît qu'il y a la 5e vague du Covid, donc voilà. Et donc typiquement, c'est faire de la prospection en plusieurs étapes, en prenant le moins de risques possible, parce qu'on sera sur 2 canaux différents. LinkedIn, email, et comme ça, là, vraiment, là, honnêtement, on s'assure déjà de maximiser ses résultats si on fait ça. Complètement. Super intéressant parce que justement, tu citais la fonction de DRH, sans doute c'est une des, fonctions les plus sollicitées dans les entreprises avec, le dirigeant et avec, potentiellement, le DAF. Heu, mais c'est hyper intéressant de voir ça et je sais pas si tu nous as dit combien de touch points en moyenne tu recommandes toi? Est-ce que tu recommandes aussi une alternance? Parce que là, tu m'as parlé de 3 mails et après seulement de jumper sur, l'autre canal, mais est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres? Moi, j'ai une séquence type. Typiquement, j'ai une séquence type. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que sur LinkedIn, on a des quotas de demandes de connexion, demandes d'invitation qui sont de 100 environ par semaine. C'est pareil, c'est un nouveau paramètre. Hein, ça fait, la notice a bougé, la règle du jeu a changé avec LinkedIn. Donc, ça fait juste que j'essaye systématiquement de contacter la personne par email avant de la contacter par LinkedIn. Parce que si je contacte toutes les personnes sur LinkedIn avant de les contacter par email, le problème, c'est que j'aurai un goulot d'étranglement qui fait que je ne pourrais pas contacter plus de 100 personnes maximum par semaine. Tout en sachant que quand on fait une demande d'invitation, c'est pas sûr qu'elle soit acceptée. Et la demande d'invitation, si elle n'est pas acceptée, on ne peut pas envoyer de message sur LinkedIn. Exactement. On précise quand même pour ceux qui connaissent pas très bien LinkedIn, ouais. Donc, si tu veux une séquence type, en fait, quand je dis qu'il ne faut pas être dans du harcèlement, globalement, moi, je fais jamais plus de 3 hard touch. Ce qu'on appelle des hard touch, c'est que tu as vraiment un message sur LinkedIn, tu vois, qui t'est destiné, ou un email que tu reçois dans ta boîte mail. À côté de ça, il y a les soft touch. Donc, typiquement, les soft touch, c'est ce qu'on va appeler des visites de profil. Donc, tu peux aujourd'hui simuler le fait de passer sur le profil de ton destinataire sur LinkedIn pour qu'il puisse peut-être voir, recevoir une notification par mail, recevoir une notification sur son LinkedIn, voire même s'il est un petit peu curieux de regarder qui a visité son profil Mmh. sur les quelques dernières heures, 48 heures. Donc il a déjà une
Une forme d'interaction, il sait déjà que tu es venu chez lui, quoi. Exactement. Là, on rentre dans le côté relationnel, mais séduction. Ça veut dire que moi, systématiquement, ma première étape, ça va être une visite de profil. Comme j'ai récupéré les coordonnées de quelqu'un sur LinkedIn, le fait de lui montrer que j'étais sur son profil avant de lui envoyer un quelconque message, c'est juste là, le petit pousset, je pose une graine en fait, juste pour dire, enfin plutôt Inception, je pose une graine pour dire, tu vois, je suis passé par là. Ça crédibilise ce que je t'envoie derrière. Si je t'envoie un mail en te disant, je suis passé sur ton profil, c'est vrai, il pourra le vérifier. Tu vois? Donc en fait, et c'est un petit peu comme quand tu rentres en séduction avec quelqu'un, tu préfères être vu avant de commencer à lui parler. Oui, tu viens pas par derrière en tapotant, de l'épaule: «Coucou, salut, j'ai quelque chose à vendre». Ça se fait plus. Bien sûr et pourtant il y a des choses qui sont ramenées à cette analogie, ressemblent à ça finalement. Quand tu reçois des grandes campagnes, moi j'en reçois encore tous les jours, je sais pas si tu en as encore toi, mais moi j'en reçois encore des sollicitations comme ça en mode, «On se connaît pas quasiment, est-ce que tu veux acheter mon produit?» Tout est dit Non, déjà dans son message. Eh c'est ben ça, non, je te connais pas. c'est ça. Et en plus, ils font une erreur parce qu'en disant: est-ce que tu veux acheter mon produit?» en fait, ils sous-entendent que tu peux dire non. Ah oui, en plus, toi tu vas loin, hein. Mais moi j'étais plus basique, je te connais pas, pourquoi j'achèterais déjà? Mais clairement. Donc en fait, ouais, pour moi, c'est le vrai truc, c'est commencer par un soft touch qui est par exemple une visite de profil. Ensuite, après, moi, systématiquement, 3 emails. Le premier, on va l'appeler la création de la relation. Le premier mail, tu vois, c'est en gros, c'est là où tu mets ton plus bel icebreaker, c'est là où tu vas justifier d'un intérêt commun, d'une prise de contact, tout simplement. C'est D'accord. pourquoi tu lui envoies un mail. Et Donc tu là, brises c'est la glace quoi, icebreaker. icebreaker, tu brises la glace. Et là, effectivement, faut être un peu smart, un peu intelligent. Faut réfléchir un petit peu à qu'est-ce qu'on aimerait recevoir en tant que prospect et comment je peux susciter son intérêt. Mmh. Moi j'utilise ça souvent le l'icebreaker, de la connexion via quelqu'un. Je sais pas si c'est quelque chose que tu recommandes souvent, mais je trouve que ça fonctionne pas mal ça. Genre je connais par exemple Fabien qui m'a parlé de toi ou, je t'ai vu dans tel événement. Ça c'est ça que tu appelles un icebreaker, par exemple. Exactement. En fait, là, après, la difficulté, c'est que quand on me demande d'intervenir dans une entreprise, en fait, on me demande de contacter des centaines de personnes. Donc, Pas évident, hein. pas évident de trouver celui-là. Par contre, un truc qui est à peu près similaire et qui marche relativement bien, c'est pas une recommandation commune, c'est pas une personne en commun. Par contre, c'est du name dropping. Donc c'est par exemple, si je te disais, j'ai échangé avec Jean, le fondateur de telle entreprise, tu vois, qui est une entreprise un peu comme la tienne et en fait qui a à peu près un profil similaire au tien. Et je lui dis bah voilà, on a parlé de ça. Est-ce que ça te dirait qu'on échange ensemble 5 minutes? Et en fait, tu vas essayer de faire effet de levier, tu vois, sur l'expérience que tu as vécue avec une autre personne qui est à peu près comme toi, qui a à peu près les mêmes problématiques que toi. Et ça, souvent, ça déclenche un appel parce que tu suscites l'intérêt sans être dans la vente. Donc voilà, typiquement, c'est un icebreaker un peu plus généraliste, mais qui marche sur des dizaines ou des centaines de personnes. OK, l'audience là, il faut tester tout ça, hein. Donc, prenez des notes. C'est du conseil de Fabien. Voilà, après, email 2, c'est ce qu'on va appeler une relance, hein, un follow-up quand on est dans le jargon startup. Donc, une relance, c'est juste une relance. C'est pas je raconte ma vie. Moi, une relance, c'est bonjour, je vous ai envoyé un email il y a 2 jours. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. On peut peut-être s'appeler demain à 11h30, tu vois. OK. Même objet, même contenu du coup avec juste cette petite phrase en plus? Enfin, le contenu, non. Enfin, le contenu, c'est juste ça. OK, d'accord. L'objet, je le reprécise pas parce qu'en fait, c'est une petite subtilité, mais quand on change d'objet en cours de route dans une séquence emailing, c'est comme si dans ta boîte mail, tu avais reçu 2 emails différents. Et en fait, nous, ce qu'on recherche quand on fait de la prospection, c'est d'être le plus proche de quelque chose que tu aurais pu faire manuellement. Moi, si demain, tu vois, je t'ai envoyé un mail, David, et je vais te relancer, je vais aller dans ma première conversation avec toi, je vais mettre répondre, et je vais dire, au fait, David, tu as eu l'occasion de voir mon mail? Et c'est tout, je vais te l'envoyer. Je vais pas t'envoyer un autre email en disant, tu as eu l'occasion de voir mon mail d'hier avec un nouvel objet, tu vois, mail Et d'hier. après tu vas aller chercher, ouais, c'est la galère dans la inbox, Exactement. donc tu fais Et comme remonter, ton premier message en haut, quoi.
C'est ça. Et comme je reprécise pas le contexte, en fait, il l'a juste dessous. Super intéressant. Et après, l'email 3, c'est l'email bye bye. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs techniques là-dessus. Soit vous vous adressez, comme on disait tout à l'heure, à des DRH, experts comptables, des directeurs, et vous dites, bon, c'est normal qu'ils ne soient pas trop dispo. Dans ces cas-là, en fait, il y a des techniques comme, j'imagine que vous n'êtes pas disponible en ce moment. Par contre, si vous me recommandez quelqu'un de votre équipe, je peux lui expliquer, tu vois, en quoi, et boum, là, tu reprécises ta proposition de valeur. Souvent, ces personnes-là, comme elles sont sous l'eau, l'avantage, c'est qu'en fait, tu as mis en place une action en 3 étapes qui fait qu'à la 3e étape, tu lui offres l'opportunité de, encore une fois, déléguer à quelqu'un de son équipe un travail que cette personne aurait pu faire, c'est-à-dire te répondre. Et elle va donc le faire. Elle va dire oui, vous pouvez appeler Cécile de ma part. Et toi, c'est la meilleure porte d'entrée que tu puisses avoir. Parce que tu vas avoir Cécile, par exemple, dans l'équipe du directeur ou de la directrice que tu as contacté. Tu vas obtenir énormément d'informations sur leur activité, ce qu'ils font, Cécile, comment en fait fonctionne leur projet. Enfin, tu vois, tu vas avoir énormément d'informations. Et Cécile probablement deviendra ton ambassadeur, tu vois, par la suite. Donc, ton messager, tu vois. Et donc, typiquement, ça, c'est une très bonne, enfin, pour moi, c'est une très bonne méthode parce que quand on cible des décideurs, quand on cible donc des directeurs, c'est pas toujours eux qu'il faut séduire. Donc, typiquement, des fois, d'avoir juste un ambassadeur, quelqu'un avec qui cette personne travaille, c'est une bonne ruse, en fait, pour rentrer dans l'entreprise. Et en plus, c'est un beau raccourci parce que si le directeur te recommande en interne, tu as quand même plus de chances que la personne te réponde et te prenne au sérieux. Donc, tu C'est as pas clair. besoin de tout recommencer à zéro. Non, Ah là, super la intéressant. deuxième peut pas refuser, ouais, c'est sûr. Non, mais et ça fonctionne super bien. Nous, on l'utilise en tout cas chez Senpai. Et bon, on recommande. Dites-nous en commentaire de ce podcast si vous avez déjà expérimenté ça. Et super intéressant, Fabien. Et justement, après, du coup, toi, ce que tu recommandes, c'est de jumper si la séquence fonctionne pas bien. Ah, je t'ai pas demandé l'écart entre les différents messages, Ouais, globalement. alors, Je sais qu'il n'y a pas de réponse admettons, universelle, mais je reprends mon truc type, hein, parce il y a plein de variantes, bien évidemment. bien Si sûr. c'était tu vois, un modèle à faire en copier-coller, ça serait trop simple. Visite de profil, j'attends un jour. Le lendemain, email. Donc, comme c'est un soft touch, tu peux le faire le lendemain. Le premier email, c'était notre prise de contact. L'email 1, t'attends 2 jours, 2 à 3 jours. Moi, je laisse toujours 2 jours. C'est la relance. Pourquoi? Si c'est trop tard, t'oublies premier email. Si c'est trop tôt, ça s'appelle du harcèlement. Donc 2-3 jours, c'est bien. Oui, oui, parce que 24 heures, aux yeux d'un DAF ou d'un RH, c'est rien du tout. Exactement. Et bon, c'est pour ça, plutôt 48 heures quand même, pour pas qu'ils se disent, ouh, j'ai vu hier David, là il me renvoie un message, Mmh. j'espère qu'il va pas continuer comme ça dans la foulée, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est pas très positif, ouais. Et en fait, après cette relance-là, je fais un break. Ce que j'appelle un break, moi, c'est 5 jours. C'est 5 jours, 6 jours, 8 jours max. L'objectif, en fait, c'est de laisser passer un moment où je pense que tout simplement mon interlocuteur n'est pas disponible. Quand je disais tout à l'heure, il peut être en congé, il peut être euh, avec ses enfants le mercredi, euh, il peut y avoir plein de raisons en fait, ou sur un salon. Dans ces cas-là, le fait de laisser passer une petite semaine va automatiquement faire que c'est pareil, on est toujours dans la probabilité, j'augmente mes chances d'avoir une réponse sur le dernier email si les 2 premiers emails n'ont pas été vus. Super clair. Et ensuite, après, une fois que j'ai fait ces 3 mails-là, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent entre le mail 2 et le mail 3, là, je fais ma petite demande d'invitation sur LinkedIn. Donc, précédé d'une visite de profil, toujours pour créer en tout cas une belle histoire. Ouais, pour Et pas que ça ait l'impression que ce soit justement un robot qui le fait. exactement. Et après, comme j'ai envoyé mon dernier mail, donc j'ai laissé passer quelques jours, et là, je vais effectivement envoyer mon premier message sur LinkedIn. C'est là que ça commence. C'est-à-dire que si la personne ne m'a pas répondu, par email, je vais attaquer LinkedIn, tout en sachant que moi, la plupart de mes réponses sont dans les 2 premiers emails. Même quand je dis la plupart, c'est 70% de mes réponses. Donc, si la personne ne m'a pas répondu par mail, en gros, il reste 30% des personnes qui me répondront, ça passera par LinkedIn. D'accord. Et sur LinkedIn, je bombarde pas, souvent 1 ou 2 messages grand maximum, parce que LinkedIn, attention, warning, warning, Ah, il faut préciser aux auditeurs, c'est un parti. message que vous envoyez sur LinkedIn reste ad vitam aeternam.
Donc, ne faites pas n'importe quoi sur LinkedIn parce que autant les emails, on les oublie, ça passe dans la case oubli. Autant LinkedIn, si vous envoyez à la DRH de telle entreprise un message, puis un autre, puis un autre, puis un autre, vous avez été un petit peu hard. Si vous, un jour, vous la recontactez et elle clique sur messagerie, elle va voir toute votre historique et ça Ya. fait un peu mal. Eh ben, faut raison garder, du coup, bien pondérer en fait les messages. Est-ce que tu recommandes du coup de l'automatiser ça quand même? Ou est-ce que, justement, pour les 30 de Gaulois qui sont un peu résistants, suite à tes séquences, de plutôt le faire à la main, comme ça pour éviter ce genre d'écueil? Moi, typiquement, je l'automatise parce que, par exemple, l'Mlist le permet et en fait, ça reste toujours aussi dans une dynamique de séquence. Donc, il y a toujours une temporalité où on essaye de créer un échange, enfin une sorte Une d'histoire, relation, on ouais, crée une c'est ça. histoire. Et en fait, l'histoire, elle fait que le message qui arrive sur LinkedIn, en fait, il va reprendre l'icebreaker du premier mail en disant bah, je vous contacte parce que. Par contre, c'est pareil, deuxième petit warning, attention, par exemple, si vous utilisez l'Emlist, euh, les emails, vous n'avez pas 100% d'emails valides. C'est-à-dire que si vous faites du LinkedIn plus de l'email et que la personne n'a pas un email qui est valide, elle ne recevra pas vos emails. Donc n'envoyez pas sur LinkedIn, comme je vous l'ai dit hier par email, D'accord, d'être un peu plus parce que intelligent dans sa démarche, exactement, si on parce que automatise. potentiellement il pourra vous dire j'ai pas reçu vos emails et il aura raison. Mmh, mmh, mmh. Non, mais super intéressant justement, pour les gens qui voudraient automatiser les choses parce que c'est aussi ça la magie des outils qui nous permettent aujourd'hui, qui n'était pas forcément le cas avant, bah, de quand même, de bien se mettre à la peau dans la peau de quelqu'un qui le ferait, manuellement et de se demander, ben, voilà, quelles sont un peu les limites et quelles sont, les choses qu'il faut, bien vérifier avant. Bah, en tout cas merci beaucoup Fabien, pour, ce long sujet. Je pense qu'on pourra en faire un podcast unique parce que, c'est Certainement. un sujet que tu connais super bien et nous, en plus, on l'applique chez nous, on le travaille ensemble et je voulais quand même te poser une question sur, les canaux, puisqu'on en a cité à quasiment allez, on en a cité 3, hein. On a cité l'emailing, on a cité les réseaux sociaux, non 2 pardon du coup, cold email et les réseaux sociaux. Est-ce que du coup, dans, les démarches un peu commerciales, tu penses que, le phoning peut être encore un canal à exploiter aujourd'hui? Carrément, en fait, ce qu'il y a, c'est que pour moi, le phoning, en fait, il y a deux manières de l'envisager. Il y a, je fais du cold phoning, donc comme du cold emailing, donc je contacte des personnes à froid. Donc typiquement, je sais qu'il y a des entreprises qui le font. Donc c'est pas en mode je prends un bottin et j'appelle, mais pas loin. Et c'est vrai que si tu as des équipes qui n'ont pas peur de le faire, pas peur de se prendre des bâches, comme on dit, tu vois, Oui, mais et qui veulent absolument euh, se développer rapidement, parce que le phoning, en vrai, c'est probablement, comment dire, un canal des plus rapides. Tu as le plus quelqu'un au direct, ouais, téléphone. il y a pas plus Ouais, direct que d'avoir quelqu'un au téléphone, oui. exactement. Si tu arrives à avoir quelqu'un au téléphone et que tu as, le bon pitch au bon moment pour la bonne personne, c'est sûr qu'il peut y avoir potentiellement même une vente directement. Ça, c'est intéressant. Maintenant, des boîtes qui le font, donc je veux dire en froid, il n'y en a pas beaucoup. Et aujourd'hui, moi, j'ai tendance à dire miser sur le moyen terme, même s'il faut vendre, mais miser sur le moyen terme. C'est-à-dire que même quand on fait du cold emailing, il y a quelque chose qu'on voit assez peu, c'est que les personnes qui font de l'email pensent que l'email commence par l'email. Mais non, en fait, la création de l'histoire, la plupart du temps, elle commence par exemple sur LinkedIn. Quand on a récupéré des coordonnées de personnes qui sont sur LinkedIn, si auparavant vous avez fait des posts sur LinkedIn, une fois par semaine à minima par exemple, on a vu votre tête, on a vu votre photo de profil, on sait ce que vous faites. Quand vous les contactez par email, vous allez avoir un taux d'ouverture qui sera plus élevé. C'est oh, trop cool, c'est David de Senpai qui me contacte. Et à côté de ça, un taux de réponse qui sera aussi super important parce qu'on dira ah, trop cool, pourquoi ne pas répondre à David de Senpai. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a de l'autorité qui se met en place, il y a Complètement, de la ouais. confiance. Et ça commence bien avant la prospection. Donc typiquement, si vous faites une campagne de phoning, il peut y avoir une stratégie toute bête qui est par exemple comment je leur montre
qui je suis avant de les appeler. Donc en fait, aujourd'hui, oui, le cold phoning, le cold emailing, ça marche, mais créer un peu d'autorité et un peu de confiance avant, ça marche encore mieux. Et après, il y a le côté phoning que, honnêtement, que je conseille à tout le monde, c'est-à-dire que vous faites une campagne d'email. À l'intérieur de cette campagne d'email-là, vous voulez relancer par téléphone quelques personnes. Ça, ça peut être intéressant, voire même aujourd'hui, peut-être que David, tu l'as déjà fait, mais tu peux facilement, dans une campagne de prospection, par exemple, à la fin de ton troisième email, faire un petit vocal, donc un petit message euh, sur donc, la messagerie du téléphone portable de ton prospect. Donc effectivement, où tu dis par exemple, bonjour, je vous ai envoyé un mail hier, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Si en tout cas, vous avez 5 minutes, on peut s'appeler dans la journée. Et typiquement, un message vocal comme ça qui vient appuyer ta prospection, c'est pareil, un message vocal, tout le monde l'écoute, enfin quasiment. Tout le monde Oui, c'est écoute vrai. ces messages vocaux et Comme donc le tu as un taux de SMS. réponse qui est plus élevé, quoi. Non, mais super intéressant et bah, pour répondre à ta question, on n'a pas testé, mais on connaît beaucoup d'outils qui le font, donc si les gens sont intéressés pour savoir comment s'y prendre, c'est très simple. Bon, du coup, merci beaucoup Fabien, pour, tous tes conseils sur ces canaux. Je pense qu'il y a pas mal de choses que les gens vont, pouvoir mettre en place. C'est ça qui est cool avec toi, c'est que, bah, il y a des choses qui sont actionnables assez facilement et je crois que c'est ton credo de toute façon de no bullshit, d'avoir des choses qui soient, applicables tout de suite. Donc, tu dans ta tu dans ta veine, donc super cool et moi j'avais quelques petites questions comme ça, j'en profite que tu sois là pour te solliciter en fin de podcast sur ton avis, par exemple. Bah, là, aujourd'hui, les événements reviennent un petit peu à la mode. On a le droit de se revoir. On touche du bois parce que tu parlais de la 5e vague. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, mais C'est clair. admettons. Qu'est-ce que tu penses, toi, justement, dans des phases de prospection, d'intégrer justement ces événements dans ta stratégie pour se faire connaître, pour, créer du lien, pour, collecter potentiellement des adresses mail, des contacts, des cartes de visite, si on parle de l'ancien monde encore. Voilà, c'est quoi un peu ton avis là-dessus? Est-ce que tu penses qu'il faut qu'on en fasse? Ouais, clairement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai, quand on parle de prospection, on parle beaucoup de digital. Maintenant, le présentiel, pour moi, en fait, il y a quelque chose qui peut être intéressant. Maintenant, le présentiel coûte cher. Donc, pour avoir fait 7 ans dans l'événementiel, avoir une app pour les organisateurs d'événements, j'étais obligé de faire des salons, entre guillemets, et payer 10 000 € les 12 mètres carrés, ça fait cher. Aïe. Et c'est par an. Donc, l'idée là-dessus, c'est que je me suis beaucoup posé la question de comment, c'est pareil, en fait, être présent, donc avoir un stand, ou ne pas avoir un stand, j'ai testé les deux. Et effectivement, allier le côté présentiel et l'acquisition qu'on pourrait avoir aujourd'hui avec les outils digitaux. Et typiquement, pour moi, il y a plusieurs choses à faire. La première des choses, c'est vous prenez votre base mail et vous envoyez un mail à toutes les personnes avec qui vous êtes en contact et vous leur dites, voilà, je serai au salon avec un stand ou pas de stand, hein, comme je disais, les deux marches, mais je serai au salon par exemple dans 15 jours. Je serais vraiment intéressé qu'on s'y retrouve pour parler de ce sujet. N'hésitez pas à me dire si vous allez montrer votre tête, tu vois. Et typiquement, de cet email-là, tu peux avoir que deux réponses. Ou un troisième, ça s'appelle pas de réponse. Mais soit tu as une réponse qui est oui, je passerai ma petite tête. Non, je passerai pas. À une réponse oui, vous dites waouh, super. Dans ces cas-là, est-ce qu'on peut se voir, je sais pas moi, mardi à 13 h? Et en fait, vous commencez à faire votre planning de la journée avec l'ensemble des rendez-vous donc, que vous avez calés via votre emailing. Ou quelqu'un qui vous dit non, malheureusement, cette année, je peux pas parce qu'effectivement, j'ai des impératifs. Vous dites ah, c'est dommage. Par contre, on peut peut-être se faire une visioconférence la semaine d'après ou se voir sur Paris si vous y êtes. Tu vois. Et typiquement, ça veut dire que tu aies une bonne réponse ou une mauvaise réponse, tu as lancé une relation qui fait que ça aboutira probablement sur un meeting avec la personne. Parce qu'on est hors contexte de vente, on est sur un contexte d'événementiel. Les gens adorent ça. Et effectivement, surtout en ce moment, comme on reprend en fait ces activités-là, les gens adorent ça. Et en fait, entre guillemets, on lâche un rendez-vous beaucoup plus facilement. Et donc, faut en profiter. Ça, c'est la première des techniques. Et comme ça vous permet aussi de rafraîchir votre base. En fait, vous envoyez ça une fois par an sur un salon. Ça permet
de trouver un prétexte, en tout cas, d'échanger avec quelqu'un. Et la deuxième technique, c'est tout simplement de faire de la publicité en ligne. On a parlé tout à l'heure de Facebook. Vous allez faire une petite créa image, un petit carrousel ou une petite vidéo, comme vous voulez. Et en fait, pendant la durée de l'événement, donc par exemple, c'est du mardi au jeudi, le salon, vous allez cibler par exemple Porte de Versailles à Paris, donc pavillon 5, là où vous allez être. Et en fait, autour, avec Facebook, vous savez que sur Facebook, vous pouvez faire de la publicité localisée, donc géolocalisée, donc avec par exemple à 1 km à la ronde. Et là, vous allez envoyer donc votre message publicitaire à toutes les personnes qui sont dans ce périmètre-là. Et je vous conseille même de le faire sans ciblage, parce que globalement, votre créatif va déjà cibler en disant, vous êtes par exemple, dans notre cas, c'est le salon event. Vous êtes au salon event, venez nous retrouver au stand A34. Vous savez, tout au fond là-bas, à droite, à côté des toilettes, là, vous savez, la startup qui n'a pas eu les moyens de prendre un gros stand bien en face. Et Super. donc, ça, typiquement, c'est une très bonne manière de driver les visiteurs sur un stand et à moindre coût, parce que ça coûte pas très cher. On cible pas beaucoup de personnes, c'est assez localisé et Et on dans peut le même temps, oui, dire, ça dure pas longtemps. et ça dure pas longtemps, et on peut même dire, si vous venez avec le code promo secret, eh ben, vous aurez un petit truc offert. Tu vois, tu peux aller très loin en fait. Et ça marche aussi si on n'a pas de stand. On l'a fait la dernière année. Ça veut dire qu'on vient en tant que touriste, on a un badge visiteur, on se cale à la cafétéria et on leur dit en publicité, venez nous retrouver, on est à la cafétéria, vous savez, on aura mis une petite pancarte, un petit cactus, voilà, on est juste à côté. Ouais, bah ça c'est du tuyau, ça. Allez, on vous invite à le tester, ça. Et dites-nous si vous avez réussi à capter de l'audience et des prospects. Mais du coup, toi, tu as testé ça a fonctionné. Ça a fonctionné. En fait, d'année en année, en fait, à un moment donné, on est en train d'augmenter nos budgets en disant on veut une meilleure moquette, on veut un stand encore plus waouh. Et en fait, après, on s'est dit, mais je crois que non, parce qu'on rentre dans une guerre qu'on ne gagnera pas. Parce que les autres stands sont toujours plus magnifiques, tu vois. C'est Surtout ça. dans l'événementiel. L'événementiel, c'est que des beaux stands, tu vois. C'est des créateurs d'événements, créateurs de stands qui sont là. Donc, on ne peut pas rivaliser. Maintenant, nous, on a une arme, c'est le digital. Et en fait, petit à petit, on a commencé à avoir un stand qui était plus petit, un peu moins visible, donc moins cher. Et ce budget-là, on l'investissait dans de la publicité, dans de l'emailing, etc. Et là, par contre, nos ROI ont explosé. Parce qu'au lieu d'avoir un stand, globalement, sur 2-3 jours, tu peux capter, je sais pas moi, 2000 contacts, 200 contacts, excuse-moi. Mhm. Mais par contre, effectivement, si tu passes par du digital, par de la publicité, etc., tu peux facilement avoir, je sais pas, 2000 personnes intéressées sur les 18 000 qui passent, tu vois. Quand étant un petit peu malin, ça permet comme ça d'optimiser pas mal. C'est hyper smart là pour le coup, hein. Et ça fonctionne sur Vivatech, BPI Big, sur ce que vous voulez. Eh ben, ils sont déjà passés ces événements, mais en tout cas, moi je prends note pour essayer, pour le tester, hein. J'avais jamais pensé à ça, mais en tout cas, c'est super intéressant. Et bah, top pour ce sujet-là. J'ai encore deux petites questions si tu as le temps. Euh, Il y a sans doute des gens qui sont dans l'audience en train de nous écouter, qui ont déjà constitué leurs équipes ou qui sont en train de le faire. Euh, Qu'est-ce que toi tu conseilles comme filtre, comme angle de sélection pour avoir, ben, les bonnes personnes pour faire ce que tu viens de dire, par exemple, pour mettre en place justement une prospection à long terme qui fonctionne? C'est quoi un petit peu les profils, les 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 soft skills, les hard skills que tu conseilles pour des gens qui sont en train de recruter des équipes? Ouais, c'est pas une question simple. Après, dans ma précédente startup, j'ai recruté plusieurs types de profils, dont des profils très très experts et des profils très 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 juniors. Euh, Globalement, le meilleur des profils que j'ai eu, c'est une fille, elle s'appelle Myriam, elle se reconnaîtra. Et en fait, quand je lui ai dit, on va faire de la prospection, le job pour lequel en fait on va te prendre, c'est SDR. Donc en fait, tu es en charge d'aller prospecter et d'obtenir des rendez-vous pour l'équipe commerciale. Elle a dit, honnêtement, je comprends pas trop ce que ça veut dire, mais par contre, je suis ultra motivé. Et en fait, c'était notre meilleur profil sales. Parce qu'en fait, c'est tout simplement, quand tu parlais de soft skills, en fait, c'est quelqu'un qui avait vraiment envie
et par cette envie-là, a appris très vite et a compris les codes. En fait, les codes, quand tu fais de la prospection, c'est bon, il y a un peu d'outils, donc effectivement, si on peut, savoir utiliser Word et Excel, c'est déjà bien. Non, je rigole. Mais globalement, voilà, il y a un peu d'outils, donc c'est vrai que si on comprend, comment ça fonctionne, c'est un peu mieux. Maintenant, le vrai challenge, il est comment je parle aux gens? Comment je crée une relation? Est-ce que je suis dans une dynamique, en fait, de sincérité, et j'ai envie de le faire? Parce qu'après, ce qu'il faut savoir, c'est que on parle beaucoup d'emailing et cetera. C'est vraiment que la première étape. Souvent, la deuxième étape, c'est quand j'ai une réponse, il faut que je sorte mon téléphone pour Faut appeler que je la lui personne. parle, ouais, c'est ça. Exactement. Et là, souvent, les personnes se cachent et typiquement avoir un profil de j'y vais de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Ça, par contre, c'est vraiment top quand tu as ça dans ton équipe. Super. Bah, du coup, plutôt privilégier, les soft skills et détecter, en fait, cette énergie-là, quoi, si je comprends. Complètement. Après, en fait, pour moi, il y a vraiment trois types de commerciaux dans une entreprise. Il y a le SDR, donc qui est en charge, comme je disais tout à l'heure, en gros, c'est la personne qui va prospecter. Donc, c'est qui je vais cibler, où est-ce que je vais récupérer ces contacts-là, comment je vais les contacter. L'objectif à la fin, c'est d'obtenir un rendez-vous. C'est ça. Après, tu as la deuxième équipe, qui est l'équipe normalement en fait qui est un peu plus en charge de ce qu'on appelle des accounts exécutifs. C'est en fait des closers, des commerciaux qui eux vont aller au rendez-vous, échanger, négocier un peu moins peut-être, mais argumenter, comprendre le produit dans ses profondeurs, comprendre les problématiques d'une entreprise en profondeur. Bien sûr. Ça, c'est souvent un binôme de choc SDR à compte exécutif quand on va s'adresser à des grands comptes. Parce qu'effectivement, un junior peut difficilement, par exemple, être dans une démarche de closing avec un TF1, Danone, Disney, Vinci, tu vois. Bien sûr. Et donc ça, c'est un autre profil. Là, c'est un profil effectivement un peu plus senior qui effectivement va être dans une démarche de commercial, argumentaire, suivi, etc. Et ensuite, après, il y a une troisième étape. Souvent, on n'en parle pas trop, tout ce qui est account management. Donc là, c'est les personnes qui vont, c'est après signature du contrat, et les personnes qui vont s'assurer qu'effectivement, le compte qui vient de rentrer en tant que client, eh ben, a une bonne, comment dire, et Soit bien intégré, soit bien soit accompagné dans exactement, le et produit, dans soit le projet. fidèle, et surtout aussi, comme il y a une partie sales, donc commerciale, dans ce job-là, bah, c'est s'assurer de la fidélisation et s'assurer aussi, par exemple, de peut-être lui proposer d'autres services ou des services complémentaires ou passer sur un abonnement supérieur, et cetera, en fonction des usages. Super intéressant, du coup, des touch points avec les clients différents. Donc, effectivement, chaque personne peut être plus ou moins, du côté SDR, au côté closing ou même, côté, alors c'est CSM, hein, je crois que ça s'appelle, tout ce qui est lié au customer pour la feed une fois qu'on a signé et qu'on veut faire justement de la fidélisation et bah, super intéressant ça, Fabien et du coup, oui, pour la question de comment tu structures une équipe commerciale from scratch, qu'est-ce que du coup, il faut avoir ces 3 personnes finalement, si je comprends? Globalement, c'est dans un idéal, hein. Après, il y a pas mal d'entreprises qui commencent où tu as ce qu'on va appeler un business developer ou un On le BDR. voit souvent ce Ouais, titre-là, ouais. exactement. Donc, c'est quelqu'un qui va un peu tout faire. J'identifie des prospects, je les contacte, je vais jusqu'au closing. Il y en a certains qui vont te vendre ça, qui vont t'expliquer que c'est un avantage parce que tu es le seul et unique interlocuteur d'une entreprise pendant toute la durée de toute la phase commerciale. Maintenant, effectivement, les startups qui veulent taper fort ou qui veulent avoir vraiment de l'impact et rapidement, séparer le côté SDR du côté closing, c'est assez important parce que si tu dis à quelqu'un, tu peux passer plus de temps en rendez-vous qu'à faire la prospection avec ton téléphone, il va choisir quoi? Les rendez-vous. C'est plutôt sympa d'aller boire un café avec un client et de parler un peu de ses projets plutôt que de faire des appels téléphoniques et d'envoyer des emails. Ouais, qui peuvent des fois être un peu chronophages, hein. Exactement. Donc souvent, on coupe les deux, histoire que chaque personne en fait a son seul et unique objectif. Le premier, prendre des rendez-vous. Le deuxième, signer un contrat. Mmh. Et en fait, si tu effectivement, c'est pour éviter d'être complètement défocus et que ça amène à rien.
Ouais, bien sûr. Au-delà même de ce que tu disais tout à l'heure au niveau de la seniorité qui du coup les SDR, c'est l'onboarding est plus rapide. En tout cas, les tâches demandent moins d'expertise et de passif sur l'entreprise et sur le métier, quoi. Non, bah, super Clairement. intéressant et bon, bah, du coup, Fabien, on va peut-être devoir clôturer malheureusement. C'est ouf parce C'est que clair, le ça temps, fait il déjà passait super 24 heures. vite. C'est ça et justement, peut-être pour clôturer correctement ce podcast, est-ce que toi, tu as des nouvelles? Du coup, là, on tourne ça en fin d'année. Il sera sans doute diffusé plutôt janvier. Est-ce que tu as des choses à nous partager du côté Fabien ou du côté des projets de Fabien Ferreira? Vas-y, c'est ton moment. Oui, bah, je suis pas un grand communicant, mais en fait, en tout cas, ce que j'ai à partager, c'est que globalement, ça fait un petit moment que je bosse sur des laboratoires. Donc, des laboratoires, c'est là où je fais mes expérimentations. Il n'y a pas de méthode sans essai et sans louper aussi. Donc, de mon côté, je loupe plein de fois pour faire réussir mes clients. Et en fait, aujourd'hui, je passe tout simplement dans une étape en fin d'année où, après avoir accompagné beaucoup d'entreprises, je vais commencer à monter, comme tous les autres, avec un peu de retard peut-être, une plateforme en ligne où je vais y documenter par vidéo et assez actionnable parce qu'effectivement, c'est un petit peu mon credo. Y documenter des vidéos pour que n'importe quelle entreprise puisse suivre étape par étape A, B, C, D, comment je fais de la publicité, A, B, C, D, comment je fais une campagne email qui cartonne. Et voilà. Donc, tout simplement, moi, c'est un peu ma prochaine étape. C'est une plateforme où toutes les méthodologies, que vous soyez en B2B ou en B2C, en tout cas, vous pourrez effectivement avoir accès à quelque chose. Pas besoin de passer par un prestataire. Le mieux, c'est d'investir sur vous-même. Formez-vous, comprenez ce que vous faites, optimisez. Mais effectivement, des fois, on a besoin d'un pied à l'étrier. Donc, le pied à l'étrier, ça sera en ligne. Le message est passé. Est-ce que du coup, je pourrais partager toutes ces informations? Ça te dérange pas? Je pourrais mettre le lien Avec plaisir. et Le site, de toute façon, s'appellera Le Shot et c'est Le Shot, le shot, shot.co, tout simplement. yes, et on peut déjà commencer à regarder sur ton site, parce que tu as un site personnel pour aller plus loin si ce podcast vous a intéressé, sur ton site fabienferreira.com que j'invite les gens à aller voir et te contacter aussi. Et tu as aussi une chaîne YouTube que tu as lancée il y a pas très longtemps, mais il y a déjà du contenu dessus. Exactement. Parce qu'en fait, ça fait partie de mes objectifs, comme je disais tout à l'heure. Expérimenter, documenter et ensuite après rendre la croissance accessible. Et donc là, ça va démarrer. On le verra bien, on suivra, mais TikTok, YouTube, LinkedIn. En tout cas, j'essaie d'être. C'est pas mon cœur de métier de créer du contenu, mais en tout cas, j'essaie de me faire un peu violence là-dessus parce qu'il n'y a pas de raison que je garde mes expérimentations pour moi. Donc, sachez que voilà, une grosse partie du contenu, c'est en gratuit sur les réseaux sociaux. Et après, effectivement, la plateforme Le Shot, où là, vous allez avoir un vrai accompagnement méthodique pour vous lancer, former votre équipe, avoir accès aux premières briques. Et on adore cette philosophie, en tout cas Fabien. Je ne sais pas comment te remercier encore de tout ce que tu nous as donné. Puisque là, c'est vraiment de la générosité pure et de la transparence. Il y a des années d'expérience, hein, quand même, hein, les auditeurs, que vous sachiez. Ça vient pas d'un livre que tu aurais lu il y a 2 semaines pour préparer le podcast. C'est vraiment des choses que tu as vécues. Moi, je tiens à le préciser parce que c'est vraiment des choses qui fonctionnent. Il y a des choses qui fonctionnent pas, donc, que tu as précisé, mais on est sur du concret là. Donc, et ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Donc, je tenais à le souligner et te remercier encore une fois, Fabien, pour ça. Bah, merci surtout à toi pour l'invitation. Et tu sais, c'est toujours un plaisir de partager. Si ça peut motiver certaines personnes à changer leur méthode ou à croire dans quelque chose qui ne fonctionnait pas jusqu'alors, parce que l'emailing n'est pas mort, la publicité en ligne n'est pas morte, c'est la manière de le faire, effectivement, peut-être qui est morte. Donc, changez vos méthodes, challengez-vous, passez à l'action, et globalement, vous aurez de l'acquisition. L'acquisition, c'est quelque chose qui arrive, en fait, si on le fait de la bonne manière. Eh ben, ça sera le mot de la fin, Fabien. Et on les invite tous à contacter Fabien Ferreira sur LinkedIn et demain sur TikTok si vous avez un compte. Merci, Merci beaucoup, Fabien. Merci à toi, David. À très vite. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple, partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous. Cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse,
www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai.